Raphaël, pardon. entrepreneur et designer. Ouais. Alors, je viens ici un petit peu en danger. Et oui, parce que là, je vais vous dire, je vais dire de manière très frontale, pas pour me montrer provocant, mais pour au moins mettre les choses très au clair. Et pour que vous nous invitez, plutôt qu'un oui mais dans nos échanges après, plutôt un et si on. Je vais vous dire une chose très directe, je ne crois pas une seconde, et je n'ai jamais cru une seconde à la blockchain. Alors je trouve ça quand même plutôt sympa de venir dire ça dans un événement qui s'appelle Blockchain Agora. Et je veux remercier déjà Eric d'avoir osé faire venir des énergumènes comme nous, qui vont justement challenger l'ensemble des assumptions, des croyances, en tout cas que je vois inconscientes, en tout cas qui constituent la technologie blockchain aujourd'hui. Mais je veux le faire bien sûr dans un esprit tout à fait positif et constructif, et notamment vous dire pourquoi les gens et la technologie que je représente aujourd'hui, pourquoi on a pris une autre approche, et le voir finalement dans un esprit de diversité. Tant mieux s'il y a de la diversité, tant mieux s'il y a, comme au début de l'aviation, il y a des tas de tentatives, de prototypes, et puis à un moment ou à un autre, il y a une direction qui semble se profiler, qui a l'air meilleure que les autres. Je ne pense pas, en tout cas aujourd'hui, que la blockchain représente de l'avenir. Je ne l'ai jamais pensé, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on regarde les systèmes vivants, regardez pas plus loin de votre corps, c'est-à-dire nos cellules. Finalement, nos cellules ne font aucun consensus. Elles n'ont pas besoin, chaque cellule n'a pas besoin de savoir ce que toutes les autres cellules ont fait comme interaction. Chaque cellule n'a pas besoin de stocker quelque part dans une sorte de mémoire l'ensemble des interactions que toutes les autres cellules ont faites ces dernières secondes, ces dernières heures, ces dernières années depuis ma naissance. Vous imaginez si les systèmes vivants devaient faire ça, là en cet instant je brûlerais comme un soleil, tellement j'aurais d'informations à traiter. Donc il semble que la vie a trouvé en fait un chemin beaucoup plus astucieux, beaucoup moins gourmand en énergie. Et justement je vais vous parler de Holochain, puisqu'il s'agit d'un framework, d'un protocole qu'on a développé, alors qu'il y a les mêmes ambitions que ce qu'on a tous dans cette salle, à savoir de savoir faire des systèmes vivants, distribués. Quand je dis systèmes vivants, c'est-à-dire des systèmes sociaux, vivants, des sociétés à part entière. Quand je dis société, ça veut dire des personnes qui vont entreprendre, faire des choses ensemble, à l'échelle d'une nation, de transnation, ou de toute forme d'organisation que l'on peut penser. Donc, il y a aujourd'hui vraiment une force évolutionnaire en place, que l'on constate tous. Nous savons que nous arrivons à la fin de ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Là, je mets ma petite casquette de chercheur en intelligence collective. On arrive à la fin de cette intelligence collective pyramidale qui a toujours fonctionné avec des modes centralisés qu'on connaît, notamment en informatique. Ça se retrouve dans le modèle client-serveur. Donc on la voit bien, cette force évolutionnaire, et il y a une recherche extraordinaire. Et nous, on a cherché à se pencher sur les systèmes vivants. On a inventé ce protocole, ce framework qui s'appelle donc Holochain, et qui n'a besoin ni de mining, ni de consensus. Et qui, en fait, ne consomme quasiment pas d'énergie. Qui consomme tellement peu d'énergie que plus il y a d'agents, en fait, et moins ça va en consommer. Donc on se trouve vraiment à l'inverse de la blockchain, puisqu'à chaque fois qu'on ajoute un agent, on ajoute un niveau de complexité, d'information, et on ajoute évidemment plus de traitements qu'il va falloir faire. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, comme je vous le disais, de manière, on s'inspire des systèmes vivants. Je vais essayer de vous montrer quelques petites images pour ça. Déjà, ça fonctionne sur un principe assez simple. Quand on regarde nos cellules, finalement, chaque cellule partage le même code logiciel, à savoir le génome. Alors maintenant, une cellule de foie va utiliser une certaine partie, une cellule de peau va en utiliser une autre partie, peu importe. Mais elles ont déjà tout ça en commun, de manière distribuée, elles partagent la même application. Donc notre corps fonctionne déjà avec des DAP, des Distributed Applications. Donc ça, pas de souci. Maintenant, ce qui va caractériser Holochain tient au fait que chaque agent va lui avoir sa propre chaîne. Il n'y a pas une global chain, une blockchain dans un global ledger partagé. Chacun va avoir sa propre chaîne, donc sa propre hash, fait à partir de ses propres hashes. Et toute l'astuce consiste bien entendu à se dire, si chacun a sa propre chaîne, comment maintenir l'intégrité des données? Évidemment, comment s'assurer qu'on a bien l'intégrité des données si j'ai ma chaîne, si Tartampion a sa chaîne, A, B, C, D, chacun a leur chaîne. Alors, pour ça, prenons n'importe quel
gens qui vont jouer un jeu ensemble. Quand je dis jouer un jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer aux échecs, par exemple, ou bien faire du covoiturage, ou bien s'acheter et se vendre des choses, peu importe. Ils jouent tous la même règle du jeu. Donc déjà, ils ont tous sur leur mobile, leur téléphone portable ou leur ordinateur, ils ont tous le même logiciel, tout comme chacune des cellules a le même logiciel actuellement. Finalement, faire quelque chose ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons mettre à jour des données. On a chacun un log, on va mettre à jour les données éventuellement GPS, ou les données de réputation, ou bien les données financières, etc. Donc nous faisons, à chaque fois que nous partageons des règles du jeu en commun, nous passons notre temps à mettre à jour des logs. Et là, il s'agit de les mettre sous forme de blocs de chaînes individuelles. Voilà ce que fait HoloChain. Alors comment ça se passe? Imaginons que ces gens-là jouent aux échecs, par exemple. Je ne vais même pas prendre les données des questions financières, parce qu'on rattache trop aussi la blockchain à des questions financières la plupart du temps. Je ne dis pas que vous l'avez fait ici, il y a eu plein d'autres cas de figure ici, heureusement, dans cette salle. Mais imaginons que ces gens-là jouent aux échecs. Et que, ben voilà, Beth a joué un peu aux échecs. Il va se passer quoi? Eh bien, l'application de Beth va aller scripto-signer dans la chaîne de Bill. Ça veut dire des gens au nombre de 0, 1, 3 ou 10 000, ça dépend des règles du jeu qu'on se fixe, hein, et dont l'application va aussi aller signer le log ou le ledger, on l'appelle comme on veut, de Beth et de Bill. Donc déjà, on a renforcé évidemment l'intégrité du système, puisqu'on a maintenant plusieurs signatures qui peuvent se faire. Et puis, pour ensuite rajouter évidemment sur la résilience de l'ensemble, tout ça, tous ces données, ces logs, on va, si ça veut bien avancer, voilà, plusieurs petits cryptosignes, et bien le log de Beth va se retrouver fractionné pour rentrer dans une DHT classique, hein, tel qu'on sait les faire. Donc, vous voyez, je simplifie un petit peu les choses ici, mais on part d'un principe finalement très simple. Le fait qu'on bascule d'une vision d'avant, à savoir celle de data-centric, où on essaye de créer du consensus sur de la donnée, et ça on pourra faire tous les proof of ce qu'on veut, ça consommera toujours énormément d'énergie. L'action même de penser ou d'avoir l'illusion que l'on doit faire du consensus sur la donnée coûtera toujours de l'énergie pour vérifier, assembler, vérifier cette donnée et créer ce consensus. Là, on fonctionne dans un système sans consensus, puisqu'on ne fonctionne pas sur un système de data-centric à agent-centric. Ce qui compte, avant tout, dans la philosophie HoloChain, tient à ce que les acteurs, les agents eux-mêmes, signent, c'est-à-dire tombent d'accord sur la transaction ou sur l'interaction qu'ils ont eue en accord des règles du jeu. On n'a absolument pas besoin de stocker l'ensemble de tout pour tout le monde. Donc voilà, déjà, le premier principe, son consensus, et puis donc, je vous disais, pour la résilience de l'ensemble, une DHT va très bien faire le travail pour pouvoir ensuite distribuer l'information. Alors, HoloChain, vous pouvez le trouver, bien sûr, il s'agit d'un système ouvert, vous pouvez le trouver sur GitHub, il s'agit donc, bien sûr, d'un principe open source, et qui a beaucoup d'ambition derrière. Notamment, la plupart des applications dont on va avoir besoin aujourd'hui et demain vont avoir besoin notamment de se mettre à jour extrêmement rapidement. Pensez par exemple à une flotte de véhicules, si on parle d'autopartage, de covoiturage, ou si on parle de plurimodalité. Vous avez déjà, dans un cas comme ça, la nécessité de mettre à jour des coordonnées GPS, vous avez besoin de mettre à jour bien sûr des réputations, des transactions financières s'il y en a, ou du comptage de kilomètres. Enfin, il y a énormément de choses qui doivent se mettre à jour toutes les secondes ou microsecondes. Pensez à une application que l'on va faire, première application que vous allez voir faite avec HoloChain, qui s'appelle Holo. Vous trouvez toujours cette racine, hein, Holo, holistique, hologramme. Et là, qui a pour but d'utiliser, d'optimiser toute la puissance informatique disponible, non utilisée dans le monde aujourd'hui. Il y a déjà un certain nombre d'ordinateurs ici allumés dans cette salle, certains qui servent pas, ou ceux qui s'en servent, peut-être vous utilisez 10% ou 20% du CPU et peut-être aussi 10% ou 20% de la mémoire disponible. Tout le reste, finalement, ça peut servir en réseau et ça pourrait servir pour héberger des applications distribuées. Et
eh bien l'application Holo, qui va tourner sur HoloChain, va avoir pour but justement de mettre en réseau et d'optimiser cette puissance informatique disponible et de faire à Amazon, à Amazon Web Services, de faire à Amazon ce que Airbnb a fait à l'hôtellerie. C'est-à-dire qu'il y a une immense quantité disponible et qu'on va pouvoir utiliser pour héberger des applications distribuées. Vous imaginez que lorsque des milliers, voire des millions d'ordinateurs ou de petites machines dédiées vont communiquer entre elles, ça va faire des microtransactions, plusieurs milliers par seconde. Je ne vois pas aujourd'hui quel proof of work ou stake, ce qu'on veut même avec le sharding, pourra accomplir ce genre de prouesse. HoloChain, on fait tourner sur Raspberry Pi. Donc bientôt, on va pouvoir aussi le faire tourner sur nos petits téléphones portables. Alors, je vous invite à justement une réflexion là-dessus. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Et puis, je voudrais que tu puisses t'exprimer également. Mais l'invitation ici consiste à questionner finalement des idées de base qu'on a sans forcément en avoir conscience. À savoir notamment, avons-nous besoin de consensus? C'est-à-dire, faut-il fonctionner sur de la donnée partagée par tout le monde pour qu'un système vivant puisse s'auto-organiser? Réponse non, parce que le vivant nous montre ça tous les jours. Donc on fait vraiment du biomimétisme social ici, en regardant comment finalement nos cellules fonctionnent ou les systèmes vivants fonctionnent. Ils partagent de l'information et la valident d'agent à agent, à condition qu'ils partagent les mêmes règles du jeu. Voilà. Ça s'avère extrêmement important. L'autre chose aussi touche évidemment la question de la résilience de l'information et de pouvoir la dupliquer si les données, si vous perdez vos données, évidemment, pour pouvoir les retrouver dans le réseau. Une dernière chose sur HoloChain, très importante, je vais insister là-dessus, vous devenez, par le design même de la technologie, vous devenez propriétaire de vos données, puisque vous écrivez dans votre propre hash, dans votre propre shell. Donc vous devenez propriétaire de vos données. Ça veut dire que si vous vous inscrivez par exemple dans un réseau médical qui va vous demander votre profil ADN, votre profil santé, votre microbiote, comme on va le voir arriver aussi bientôt, ces données vous appartiennent. À vous de décider quelle application vous allez utiliser pour les partager avec qui, suivant telle ou telle règle du jeu. À vous de le décider. Vos coordonnées GPS, vos réputations, etc., vous appartiennent également. Une réputation, par exemple, que vous allez construire, mettons, dans un cercle professionnel qui s'achète ou se vend des choses, eh bien, il y a une dizaine de jours, une conférence à Carnegie Mellon, donc à Pittsburgh, aux États-Unis, où se trouve donc une des universités les plus connues hein, sur la sécurité informatique, sur l'intelligence artificielle, etc. J'ai face à moi des gens assez avancés sur ces questions-là. Et ça m'étonnait de voir encore, et toujours, cette idée de la sécurité comme une sorte de rempart, c'est-à-dire d'arriver à faire des forteresses et avec des portes hein, qu'on contrôle pour parfois laisser rentrer des données. Quand on regarde des systèmes vivants, une fois de plus, ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils ont ce qu'on appelle des membranes. Mes organes, ma peau, représentent une membrane. Mon foie représente une membrane. Mes yeux ont aussi une membrane. Donc les membranes, ça nous amène déjà une notion beaucoup plus subtile, beaucoup plus évolutionnaire des systèmes vivants. Plus subtil parce qu'une membrane, ça laisse passer, rentrer ou sortir certaines choses. Et en plus, cette notion de passage peut changer avec le temps et avec les circonstances. Donc il y a une adaptabilité de la membrane. Elle a des tas de boucles de rétroaction qui se font avec le système, avec l'environnement, avec ce qui se passe. D'autre part, on a aussi toujours tendance à se dire, tiens, si quelqu'un ne joue pas les règles du jeu, il faut le bannir, il faut le blacklister. On a un tricheur, on a un voleur, ou on a une erreur aussi hein, qui peut arriver. Pareil, les systèmes vivants ont une beaucoup plus grande subtilité de réponse à ça. Peut-être que parfois, il faut bannir. Je prends un exemple. On a développé une application parallèle à Twitter qui s'appelle Crotter, sous HoloChain. Bon. Twitter dit on peut envoyer 320 caractères. Bon, si on envoie 1000 caractères, ok, là ça veut dire que clairement on n'a pas joué les règles du jeu, il faut bannir la personne. Le faut-il finalement? Peut-être qu'on peut avoir des circonstances, je ne sais pas, une urgence qui a lieu, un événement exceptionnel qui nécessite à un moment donné que 1000 caractères puissent se faire. Donc, en fait, vous voyez que quand on regarde les systèmes vivants, et non pas en particulier les systèmes humains,
on s'aperçoit que l'erreur, ce qu'on appelle l'erreur, ou le changement de règle du jeu peut parfois avoir de bonnes raisons d'arriver. Et nous avons tout intérêt aussi à penser des systèmes qui doivent pouvoir coévoluer dans leur complexité avec des évolutions des règles du jeu. Si on fonctionne sur Holochain, ça le permet. Ça veut dire que, puisqu'on partage tous les mêmes règles du jeu, j'ai deux options si je veux faire évoluer le système. Je peux dire, tiens, je ne me sens pas du tout d'accord avec les règles du jeu qu'on joue ensemble. Par exemple, on fait du covoiturage et je voudrais changer le système de réputation. Bon, ben, très bien, je peux forquer le truc et puis proposer autre chose et tout le monde peut éventuellement migrer sur une autre plateforme. On peut décider ça. Mais on peut aussi penser à autre chose. On peut dire, ben, tiens, je peux surajouter une autre petite application sur l'ensemble et ceux qui vont utiliser cette petite surapplication peuvent le faire librement. Et je vais donner l'accès à ma chaîne, ou à une partie de ma chaîne, à cette petite application. Et en fait, ce que vous allez voir arriver justement dans ce nouveau paradigme-là, vous allez voir ce qu'on appelle une DApp, en fait, ou une App Holochain Application, va devenir en fait un agrégat de tas de petites applications développées que vous aurez le loisir de construire ensemble. Donc vous avez des qualités évolutionnaires extrêmement importantes. Voilà, je m'arrête là. Et je voudrais justement que tu puisses partager ton expérience et tes choix par rapport à ça. Merci. Merci Jean-François. Alors, ça paraît un peu trop beau, hein. On se dit que c'est possible d'avoir un système 100% distribué. J'ai découvert Holochain, donc Jean-François, ça fait en fait, j'ai découvert hier soir que ça fait des années qu'il travaille dessus, l'air de rien. Il connaît très très bien le cofondateur et il est même un des cofondateurs de cette technologie. Et c'est un lien fort avec moi, pourquoi? Parce que j'habite Genève, donc je suis de Suisse, mais je suis un peu tout le temps dans toutes les villes. Et un jour, je me suis trouvé aux 20 ans du web. Et il y avait Tim Berners-Lee qui était là, il y avait aussi Jean-François Groff, M. Caillot et l'autre, j'oublie toujours son nom. Et j'arrive avec mon laptop, j'avais envie de faire signer mon laptop par Tim Berners-Lee. Il me fait, tu fais quoi? Je fais des réseaux sociaux. Puis il me fait, ça tourne, c'est comment? C'est centralisé, c'est décentralisé? Puis je fais, c'est centralisé. Puis il me regarde avec un petit air, puis il écrit avec son stylo Use Linked Data. Et du coup, ça m'a interpellé, c'était en 2008. Ça faisait déjà quelques années que je faisais des plateformes participatives. Et je me suis dit, bah tiens, effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose qui permette d'avoir vraiment des réseaux fédérés, des réseaux distribués? Alors, il y avait, avant même que vienne Google Wave, je réfléchissais à ça et je m'étais intéressé avec des systèmes de cookies pour des profils, pour qu'on puisse utiliser son profil un peu partout. Et vous me direz, bah tiens, c'est ce qu'a fait Tim Berners-Lee récemment avec Solid. Mais en fait, le problème, c'est que c'est qu'une toute petite partie de la problématique. C'est bien d'avoir un profil portable, mais en fait, il faut tout un système de transactions. Et c'est ce qu'offre Holochain. Donc Holochain et en plus Scepter et en plus MetaCurrency, le projet derrière Holo, est encore plus complet. Et il est capable d'embrasser en fait le VUCA. Le VUCA, c'est le volatile, l'incertain et l'ambigu. Et il y en a encore un quatrième que j'ai oublié, le complexe, évidemment. Et le problème de la blockchain, c'est qu'on est très binaire, c'est noir ou blanc. Je t'envoie de l'argent, tu n'as même pas le droit d'être dans le consentement, je t'envoie de l'argent. Et en fait, dans la vie, les systèmes transactionnels d'interaction, c'est pas juste dans un sens. Il faut pouvoir gérer les choses dans les deux sens. Et donc, ils ont inventé un système de comptabilité double, c'est la chose la plus importante que tu n'as pas dit. Et en fait, on pourrait en parler pendant des heures de Holo. Donc, ça fait que vraiment, littéralement, quelques mois, que je suis devenu en fait, un passionné, un investisseur. J'ai fait un pool pour pouvoir faire rentrer les gens dans ce système de crypto-monnaie, et des gens qui s'y connaissent absolument pas, mais qui comprennent la valeur du projet, la mission et vraiment l'intention. À un tel point qu'en fait, je suis devenu activiste aussi public, j'ai écrit un rapport qui s'appelle Holochain pour les presque nuls, que je vous invite à lire, et qui explique en fait toute la magie du projet, parce qu'on se dit non, c'est trop beau pour que ce soit vrai, littéralement. Et en fait, là récemment, j'ai quitté ma propre startup, je suis toujours actionnaire, donc je travaillais chez Elliott, directeur stratégie, on avait 4 millions l'année passée, et je suis sorti parce qu'en fait, je suis contaminé par ce projet. Il y a toujours un moment donné dans ma vie, après 8 ou 10 ans, je suis contaminé. Et du coup, je suis parti en mode entrepreneur et je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse quelque chose avec le blockchain. Et il y avait un certain nombre ouais, mais finalement, je crois qu'on va oublier ça. On n'a pas le temps. Un certain nombre de projets que j'ai envie de construire. Alors, le premier, c'est évidemment Uber. Je suis un utilisateur d'Uber et le problème que j'ai, c'est que c'est complètement centralisé.
Les chauffeurs se prennent 30%, en fait ça correspond à 50%, au niveau fiscal c'est une catastrophe. Il y avait aussi Airbnb. Airbnb c'est un lock-in effect, puisque j'ai été hoster moi-même, je vais toute l'année pendant au moins 50 Airbnb par an, et j'entends des gens qui disent je sors de ce truc parce que les conditions sont de plus en plus difficiles, les commissions sont énormes, c'est de l'ordre de 10%, il y a de la souffrance. Même si ça permet une intégration, au bout d'un moment les gens sont victimes du système et ils sont complètement loqués. Donc deuxième problématique. Troisième problématique, je pense par exemple à Google News. Google News, il y a aussi complètement un lock-in effect, il n'y a pas de système d'éléments distribués, alors qu'on pourrait mettre un système de Spotify qui fait qu'on pourrait avoir un abonnement globalisé pour pouvoir prendre des news. Un quatrième projet, par exemple Instagram. Instagram aujourd'hui, l'API va se terminer l'année prochaine, elle ne sera plus du tout ouverte, et on va se trouver avec un lock-in complet où on n'aura plus du tout la gouvernance de nos données. Enfin, quand je regarde finalement tout ce qui vient de la West Coast, je suis désolé, mais c'est une pure catastrophe. Et du coup, je me suis dit, voilà, je suis entrepreneur ambitieux, est-ce que je fais un de ces projets-là? Et j'ai regardé ma mission de vie, et ma mission de vie était plutôt orientée sur ce qui est l'ordre du créatif, parce que j'ai commencé la bande dessinée, etc. Et finalement, j'ai décidé de traiter en fait un sujet que j'avais exposé dans le cadre d'un TEDx, c'est la problématique des robots. Ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, ça m'a en disant, mais en fait, cette problématique de robotique domestique, en l'occurrence, vous connaissez peut-être Amazon Echo, Google Home, et, on va avoir une pénétration de ces engins-là, mais sans une gouvernance pour l'individu, sans la souveraineté de données. Et de nouveau, là, en me penchant sur HoloChain, je me rends compte qu'ils ont un holovote, qui sont complètement compatibles GDPR, que j'ai droit à l'oubli, que je peux avoir un contrôle granulaire de mes données privées. Et c'est comme je dis, mais c'est ça en fait. Et je suis un entrepreneur ambitieux, mais je peux surtout être un entrepreneur qui fait appel au collectif et qui est en lien avec les valeurs du projet. Et du coup, pourquoi je vous partage tout ça? C'est simplement pour vous dire que tous ces projets que je vais l'idée, c'est des projets qui vont se faire de façon distribuée et vous pouvez vous-même en être acteur, que vous soyez au sein d'une organisation, au sein d'une fédération, au sein d'un institut académique, etc. Il y a un Airbnb distribué à construire, un Uber distribué à construire, un Instagram distribué à construire, etc. etc. Et donc il y a une dynamique, il y a un engin des communs qui va se mettre en place, et en fait c'est une révolution. Et par rapport à mon robot en fait je veux qu'il ne soit pas le robot le plus intelligent, c'est que je veux qu'en fait il rende les gens simplement plus intelligents. Et quand je dis intelligent, c'est au sens de ce que Howard Gardner dit, c'est les 9 intelligences, ça comprend aussi une intelligence émotionnelle, géospatiale, kinétique, musicale, etc. Et donc du coup, je vais avoir besoin des institutions, je vais avoir besoin du milieu académique. Et je pense avoir trouvé en tout cas une première étape qui est un écosystème infrastructurel assez incroyable qui est fourni justement par Holo. Holo est l'opérateur de HoloChain, qui est donc un système complètement distribué, ce qui veut dire que mes robots, quand je vais les vendre, ils seront également des ressources pour Holo, et je vais pouvoir utiliser aussi les ressources du réseau Holo. C'est un peu comme si je lance un produit sans que ce soit Amazon, enfin, mon produit devient le réseau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Navastag, à un moment donné, ils ont eu un problème de scale, ils ont eu 100 000 commandes et les réseaux sont, enfin, l'infrastructure est tombée. Là, c'est différent, mes robots seraient directement l'infrastructure. Et non seulement c'est l'infrastructure, mais en plus, tout le milieu académique pourrait construire des IA performantes, neuronales, etc., qui seraient directement sur le robot final. Voilà. Donc, encore une phrase. On fait 2 meet-ups. Le premier, c'est le 28 novembre à Cool Design Meet. Vous êtes la bienvenue, parce que c'est un projet qui danse, vous avez peut-être pu le remarquer. Et un autre sur la mobilité spécifiquement. Là, je te passe la parole. Merci. Oui, donc le 10 décembre à l'espace Renault, nous organisons effectivement une soirée autour de HoloChain et de la mobilité, puisque ça intéresse évidemment particulièrement tous les acteurs qui vont avoir énormément d'interactions entre agents à la seconde. Voilà, donc ils vont aussi venir pour cet événement à Paris. Merci. Avec les wallets, vous avez la clé, personne peut rentrer dans votre coffre-fort. Donc, en fait, votre wallet, vos données à vous, c'est vous qui décidez à quelle application vous donnez accès, et vous donnez accès restreint. Et à chaque fois que vous faites une interaction, ça va augmenter votre chaîne personnelle. Énorme différence avec la blockchain. La blockchain, c'est les données
transparente avec un grand livre. Sur Holochain, c'est un petit journal secret que vous avez. C'est un peu votre livre intime. Votre journal intime, vous ne le confiez pas à tout le monde. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a de la sécurité. Et donc, le meilleur exemple de sécurité, ils vont basculer l'ensemble des gens qui ont investi dans l'outil. L'équivalent aujourd'hui, ça vaut environ 130 millions. Ils vont basculer ça sur leur système d'ici quelques mois. Et ce qui veut dire que ça va devenir vraiment un système de transactions financières. C'est pas juste pour faire des applications, c'est vraiment un système pour pouvoir créer des monnaies stables, des monnaies qui fonctionnent avec un système de comptabilité double. Et ça, c'est une promesse assez unique qui est fondamentale parce qu'en fait, c'est fourni par Holo. Il est parti où, Jean-François? Il est là. Il distribue ses cartes de visite. Bien joué, Jean-François. Donc, la première monnaie qui va être créée, cette monnaie qui va être liée à l'hébergement. Donc, les gens pourront, comme sur Amazon, acheter de l'hébergement. Et ça, c'est une monnaie qui est stable parce que c'est lié à la valeur du computing du marché. Mais il n'y a pas que ça. Merci, Raphaël. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Raphaël. C'est top ce que tu as fait. C'est top.